Diaspora FM, le journal. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur la 102.3, les titres du journal. Les Barrières du Madagascar battus à domicile par les Écureuils du Bénin, score final 1-0, match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le ministre de la Santé, le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement ont échangé avec les médias ce jeudi. Ils sont revenus sur certaines mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et puis en interactualité, plus de 70 lycéens ont été kidnappés dans le nord-ouest du Nigeria, a déclaré le porte-parole de la police de l'État, Zamfara, dans un communiqué. Voilà pour le sommaire de cette édition. Emmanuel Agbodjelou et Gaëtan Apasso assurent la mise en onde. Corneille Aïssé. Les événements et manifestations à caractère religieux sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure prise par le gouvernement ne signifie pas la fermeture des lieux de culte, selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Mbédji. Il n'est pas demandé aux autorités religieuses de fermer les lieux de culte. Les églises, mosquées et autres endroits de culte restent donc ouverts pour recevoir leurs fidèles. Par ailleurs, les responsables des confessions religieuses sont invités à sensibiliser leurs fidèles afin qu'ils puissent aller à la vaccination, le respect des gestes barrières tels que le port obligatoire de masques, le lavage des mains et la distanciation sociale doivent être de mise dans les lieux de culte. Et puis justement par rapport donc à cette mesure d'interdiction des manifestations festives culturelles, eh bien quelques acteurs du monde culturel se sont prononcés. Ils demandent de la part de l'État un accompagnement suivant. Une décision pareille, c'est pour épargner les vies, c'est pour que nous puissions nous protéger nous-mêmes et protéger les autres et puis reprendre de plus belle, parce que ça ne sert à rien de se rassembler, de faire la fête, même si c'est important de s'épanouir et après tomber malade ou perdre sa vie. Je crois que la meilleure des choses à faire, c'est plutôt de respecter cette décision le temps qu'on ne trouve une solution durable. Si le gouvernement peut accompagner un temps soit peu les acteurs culturels, les promoteurs culturels dans cette période-là, ça nous ferait beaucoup de bien, ça nous soulagerait. C'est pas de bon gré que le gouvernement est obligé de prendre ces mesures, mais c'est beaucoup plus pour essayer de protéger les populations. Donc moi je pense que notre gouvernement est responsable et a pris la mesure de la décision et nous allons essayer de respecter cette décision le temps que les choses rentrent dans l'ordre. Je souhaite bon courage à tous les acteurs culturels qui se nourrissent de ça, parce que c'est pas facile pour nous de vivre, disons, ces moments de suspension. Vous voyez des concerts ont été prévus et à 2 jours ont été annulés avec beaucoup de dépenses, tout ça. Je pense que c'est des désagréments, mais qui valent la peine d'être vécus. Et donc, beaucoup de courage à tout le monde pour supporter le temps. Nous sommes à la veille d'une rentrée et il y a beaucoup de choses. Donc, il faut véritablement ce côté social qui doit s'ajouter à ce communiqué, à l'application stricte de ce communiqué, parce que c'est l'État qui prend la décision. En tant que population, nous avons le devoir, l'obligation de suivre, mais ce serait bien également que l'État accompagne les acteurs culturels. Cette édition se poursuit. Les préfets, maires et acteurs de lutte contre les conséquences de la transhumance agro-pastorale sont en atelier à Abomey-Calavi. Ils échangent sur les différentes mesures indispensables pour une sédentarisation réussie. Suivons ici le compte rendu avec Méjus Defrodji.
Au cours de ces échanges, les participants vont valider le document élaboré par le comité mis en place par le chef de l'État. Un document qui porte sur les principales sources de conflits que sont les disponibilités de ressources. Mama Sambo Adamon, haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs. Nous savons que tout ça repose sur la disponibilité des ressources pastorales, la disponibilité en eau et aussi la dynamique de concertation qui existe ou n'existe pas entre les différents acteurs. Une rencontre qui est destinée à renforcer les mesures prises par le gouvernement pour une collaboration pacifique entre éleveurs et agriculteurs. Nazer Rounonkwe, chargé de la sécurisation, de la transhumance et du pâturage. Le gouvernement a décidé de subventionner à 50% l'aliment bétail pour limiter la mobilité du troupeau. Donc si les éleveurs peuvent aller acheter l'aliment bétail qui est à coût réduit, les animaux seront bien nourris et les dégâts dans les champs vont être également réduits. Selon le haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs, les autorités locales seront évaluées aussi sur la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la transhumance dans leurs communes respectives. Mama Sambo Adamon, haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs. La saison prochaine de transhumance va mieux se dérouler que ce qu'on a connu il y a 2 ans, il y a 3 ans, même ce qu'on a connu l'année passée, puisque les élus sont de plus en plus conscients de leur rôle par rapport à la quiétude dans leur terroir. Et je pense que le ministre de la décentralisation l'avait dit la dernière fois, ça va même être pris en compte comme critère d'évaluation de la réussite d'un maire ou de l'échec d'un maire. Chaque année, affirment les acteurs, des dizaines de pertes en vies humaines sont enregistrées au Bénin avec des destructions de cultures et d'abattage d'animaux à cause des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Merci à vous, mais juste des Fodji. Les membres du gouvernement ont tenu hier le premier conseil des ministres après quelques semaine de vacances. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises suivant un extrait du compte rendu avec Wilfried Léon-Tongbeji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Au chapitre des communications, en point 1, nous avons la démolition d'une partie des immeubles de la berge lagunaire sud-ouest de Cotonou dans le cadre de la reconstruction du marché de Ganhi. Dans ce cadre, un emplacement a été identifié sur la berge lagunaire au sud-ouest de Cotonou pour le relogement des usagers pendant la durée des travaux. En point 2, l'organisation d'un test de sélection complémentaire d'aspirants au métier d'enseignant au profit du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2021-2022. Le Conseil a autorisé l'organisation, le 11 septembre 2021, de ce test de sélection complémentaire de 2328 aspirants en vue d'assurer une couverture optimale des besoins pour l'année scolaire 2021-2022. En point 3, les mesures urgentes pour faire face à la persistance de la pandémie de la COVID-19. À ce propos, au terme de l'article 66 de la loi portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, l'État peut rendre obligatoire certains vaccins pour une frange de la population. C'est pourquoi le Conseil a décidé de rendre obligatoire la vaccination contre la COVID-19 pour le personnel médical, paramédical, pharmacien, aides-soignants, de même que pour le personnel administratif des formations sanitaires publiques et privées, comme pour le personnel des officines pharmaceutiques. En outre, le Conseil a instruit les ministres, les responsables de toutes les institutions publiques et de toutes les structures privées à l'effet de recommander fortement la vaccination contre la COVID-19 à tous leurs agents. En tout état de cause, les mesures ci-après sont réactivées et ou instituées pour renforcer la lutte contre la COVID-19. Il s'agit de fermeture des discothèques et structures assimilées, interdiction de rassemblements festifs dans des endroits publics, y compris les plages, interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à 3 au maximum, suspension des événements et manifestations à caractère culturel, festif, sportif et religieux. Prescription aux usagers des espaces marchands, boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres, d'observer le port de masques systématiques et la distance d'au moins 1 mètre entre personnes. Autorisation des cérémonies d'inhumation pour des rassemblements n'excédant pas 50 personnes, lesquels doivent respecter
la distance d'au moins 1 mètre entre elles. Suspension de la participation de tout agent de l'administration publique ou employé du secteur privé non vacciné contre la COVID-19, des rencontres telles que les réunions, ateliers, forums, séminaires, etc. sur le territoire national. À l'instant, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. La présidente d'honneur du parti UDBN Union démocratique pour un Bénin nouveau, Claudine Fiavi-Prudencio, est nommée présidente de l'Institut national de la femme. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres, tenu hier au poste de secrétaire exécutive de l'institution. Le Conseil a nommé Huguette Boukpe-Nyakadja. Après sa nomination, l'honorable Claudine Fiavi-Prudencio, dans ses premières impressions livrées à un quotidien, a laissé entendre « Je prends conscience de l'immensité de la tâche et je reste convaincu que nous saurons déployer toutes les énergies nécessaires afin que le chef de l'État ne regrette pas le choix porté sur ma modeste personne », a-t-elle écrit. Et parlant toujours de l'Institut national de la femme, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement est revenu sur les spécificités de l'institution dans sa nouvelle version. Wilfried Ngbeji, ici sur un compte rendu de Clémence Tonoukoué. L'Institut national de la femme, dans sa nouvelle configuration, est créé en Conseil des ministres du mercredi 21 juillet dernier. L'organisme a pour mission essentielle de contribuer à promouvoir les droits des femmes. Qu'est-ce qui différencie le nouvel institut de l'ancien, connu sous l'appellation de l'Institut national pour la promotion de la femme? Suivez la réponse de Wilfried Léandre Humbedi, secrétaire général, adjoint et porte-parole du gouvernement. Ce qui change fondamentalement, c'est que l'Institut dispose désormais d'un fonds d'assistance aux victimes, mais aussi et surtout d'un secrétariat exécutif qui va être au quotidien en charge de l'étude et de la gestion des dossiers. Et puis, le plus important, l'Institut aura la capacité d'ester en justice et de se porter partie civile. Au regard des prérogatives qui sont attachées à l'Institut, vous comprendrez bien que les victimes, désormais, auront au moins une structure à laquelle s'adosser. Si après font l'objet de représailles, cela s'analyserait également en termes de violence ou de discrimination d'une manière ou d'une autre, et l'Institut sera encore présent à leur côté. Dans tous les cas, le chef de l'État a dit qu'il faut promouvoir la femme béninoise, favoriser son émancipation, et c'est pour ça aussi que dans ses attributions, l'Institut aura un rôle de plaidoyer. Plaidoyer en direction de certaines couches pour que certaines pratiques socio-culturelles qui arrièrent la femme, qui compromettent son épanouissement, son développement, soient reléguées au dernier plan. C'est aussi cela, la pédagogie qui va avec le rôle assigné à l'Institut dès que ses responsables seront nommés, vous verrez. Et en attendant, le conseil d'administration a déjà été mis en place. Vous avez suivi avec le dernier conseil des ministres. Il y a 5 personnes au conseil d'administration et je peux vous dire qu'il y a 4 femmes pour un homme. Ce qui traduit bien la volonté du gouvernement d'en faire un organe véritablement dédié à la femme. Les nouvelles africaines et internationales. L'actualité hors du Bénin, plus de 70 lycéens ont été kidnappés dans le nord-ouest du Nigeria, a déclaré le porte-parole de la police de l'État Zamfara dans un communiqué. Les autorités ont imposé des restrictions sur les déplacements routiers la nuit, tandis que les écoles primaires et secondaires ont été temporairement fermées, a précisé à l'agence France Presse le ministre de l'Information de l'État Ibrahim Dossara. Au moins 4 personnes ont été tuées hier sur une route d'Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo par de présumés rebelles des forces démocratiques alliées ADF qui ont aussi incendié une dizaine de véhicules portant et bien sûr pourtant escortés par les casques bleus de la mission de l'ONU en RDC. Dans cet incident, plusieurs dizaines de personnes sont également portées disparues. Au Soudan du Sud, 2 militants des droits de l'homme ont été arrêtés hier après avoir appelé la société civile à descendre dans la rue pour demander la démission du président Salva Kiir et de son vice-président Riek Machar accusé d'avoir échoué à sortir le pays de la guerre. Le reste de l'actualité dans la page des sports dans un instant. Je l'annonçais à l'entame de cette édition. Bonne nouvelle pour le public sportif
béninois, le Bénin qui entame avec une victoire les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et bien sûr les écureuils du Bénin ont battu cet après-midi les Baria du Madagascar à Antananarivo. Match comptant bien sûr pour cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le but est marqué à la 22e minute par Steve Mounier sur un coup de tête après un corner. Les écureuils ont su garder l'avance jusqu'à la fin de la première partie. À la reprise, malgré la pression des barrières et bien sûr sur leurs propres installations, les écureuils ont pu dominer la rencontre jusqu'à son terme et conserver le score de 1-0. Ce score permet bien sûr au Bénin de tenir pour le moment la tête de ce groupe, le groupe J avec 3 points. Tanzaniens et joueurs de RDC ont fait un match nul 1-0. Toujours pas donc de première victoire pour Hector Cooper à la tête des Léopards battus en amical par la Tunisie et contrainte au match nul toujours en amical par le Mali en juin. La RDC commence sa campagne des qualifications pour le Mondial 2020 au Qatar avec un nouveau match nul à Lubumbashi. Les hommes de Cooper ont partagé les points avec la Tanzanie. Cette première rencontre du groupe J donc avant le match, bien sûr, Bénin-Madagascar avait bien commencé pour les locaux. Après des premières tentatives infructueuses de Yannick Boulassi et Shadak Akolo, l'ouverture du score est intervenue du duo Cédric Bakumbu. Dieu merci Umbokani. Le premier a échappé à la défense tanzanienne côté gauche, s'est infiltré dans la surface et a attendu la sortie du gardien pour transmettre le ballon. Au second, l'attaquant n'a alors plus eu qu'à passer le curon défilé. C'était donc à la 23e minute. Les Tanzaniens, bien sûr, sont revenus plus tard au score 1 but partout donc pour cette rencontre. Je rappelle que le Bénin tient la tête du groupe 3 points, suivi donc de la RDC, de la Tanzanie 1 point et le Madagascar 0 point. Le Bénin accueille toujours pour donc le compte de cette journée ou de ce premier tour des éliminatoires la RDC et bien sûr dans les prochains jours à Cotonou. Merci d'avoir suivi cette rencontre, cette édition plus tôt avec Emmanuel Agbodielou à la mise en onde des Pure Micro Corneille Aïssé. Diaspora FM Eden TV du groupe de presse international ITV, informez-vous autrement grâce à nos correspondants locaux et à nos veilleurs citoyens actifs sur le terrain.